Vous avez le sentiment aujourd'hui que les patients sont bien représentés dans les instituts de santé aujourd'hui? C'est une bonne question. Je pense qu'ils sont sous-représentés. Quand même, le sentiment que j'ai en tant que soignant à l'Institut Curie, comme cancérologue, c'est qu'effectivement, l'interaction avec les associations de patients est trop rare. Et c'est pour ça que je suis très contente d'être ici aujourd'hui. C'est que, voilà, pour moi, ça me permet d'être non pas en contact avec des patients individuellement dans le cadre de leur pathologie, mais d'associations de patients et puis de découvrir finalement un mode de fonctionnement. Et je dois dire que j'apprends beaucoup de choses là avec ces discussions. Bien sûr, j'ai essayé de regarder un peu ce que faisait Claire Compagnon. Et je trouve que ça répond à un certain nombre de points. L'idée de développer une politique de formation, de recherche en faveur des usagers. Et la place des usagers, donc on le retrouve dans le rapport qu'elle a donné à Madame Touraine. Le 14 février, oui. Oui, en février, mais on le retrouve aussi dans les actions qu'elle mène à l'assistance publique Hôpitaux de Paris et puis dans d'autres domaines. Ça rejoint également la Fédération hospitalière de France qui a créé une espèce de sous-groupe des patients et donc qui s'y intéressent. Vous êtes un peu le lien, si j'ai bien compris, entre les associations de patients, les chercheurs de l'INSERM. Comment ça se passe au quotidien ? Ça fait en effet 10 ans qu'on développe cette interaction très forte entre l'INSERM et les associations de malades. L'INSERM parce que c'est un organisme de recherche médicale et en santé. Et les associations de malades, c'est les malades, c'est-à-dire les premiers bénéficiaires de la recherche. Donc là, il y avait un rapprochement qui était tout à fait moderne et qu'il fallait faire. Donc au quotidien, ça veut dire d'abord qu'on a voulu que tout ça soit bien intégré dans la vie de l'INSERM. Et donc il y a d'une part le GRAM, le groupe de réflexion avec les associations de malades, qui est un groupe composé d'associations et de chercheurs rattachés directement à la présidence de l'INSERM et qui conseille la présidence de l'INSERM sur justement la politique, la prospective de développement des relations avec les malades. Donc là, on a un cadre très fort de réflexion, très fort aussi de retour. Quand les choses ne vont pas, le GRAM le dit. Vous voyez, c'est un vrai dialogue. Et puis par ailleurs, il y a la mission association qui, donc tous les jours, c'est un peu le levier d'action du GRAM, coordonne, lance un certain nombre de programmes et d'actions en direction. Et surtout, je reprends le mot qu'a prononcé Franck Dufour, parce que c'est quand même notre mot, c'est en concertation et en co-construction avec les associations. Monsieur Laurent Puig, l'implication des patients peut-elle être utile aussi pour la recherche fondamentale? Parce qu'on a beaucoup parlé de la recherche clinique. Ou est-ce que c'est beaucoup trop en amont, selon vous? J'aurais tendance à dire que je ne ferai pas de différence, en fait. Si des patients... alors après, c'est de la recherche fondamentale qui, quelque part... Alors après, c'est... qu'est-ce que c'est que la recherche fondamentale vis-à-vis du cancer, si on reste dans le domaine de la cancérologie? Mais ça ne me paraîtrait pas... qu'il y ait des citoyens, au-delà même de... finalement, la recherche est un enjeu qui doit concerner la société. Et que finalement, alors que ce soit des malades ou des citoyens qui soient impliqués dans les instances, on va dire... parce qu'on exprime le fait que des patients doivent participer au conseil scientifique du cancéropôle, ce qui me paraît très bien. Mais à la limite, pourquoi des malades et pas des citoyens, en fait, quelque part? Et pour la recherche fondamentale, je dirais que la société civile participe. Après, il faut trouver les relais, on va dire, démocratiques qui permettent de choisir quels vont être les représentants. Alors, c'est vrai que l'organisation en termes d'associations... les associations, déjà, sont quand même assez légitimes pour le faire, parce qu'elles travaillent dessus depuis longtemps. Parce que moi, oui, si je veux bien venir, mais je ne vais pas vous être d'une grande utilité. Donc moi, ça me paraît très légitime que dans la recherche même fondamentale, il y ait des représentants de malades. Voilà. Après, c'est simplement pour avoir un regard, finalement... c'est jamais bon d'être complètement enfermé entre soi, et avoir un regard extérieur me paraît être souhaitable parfois. Oui. Comment vous réagissez? Est-ce qu'il y a en effet cette distorsion, ce décalage entre les deux, qui regardent un peu l'autre? Et puis, question subsidiaire, est-ce que est-ce que ça vous aide d'être évalué ça vous aiderait d'être évalué par les patients? Avoir des discussions avec les patients, c'est toujours intéressant.
avoir leur point de vue. Oui, c'est vraiment intéressant et ça peut être bénéfique pour nos recherches. Alors, je rebondis sur ce que nous évoquions avec Monsieur Laurent Puig tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un dialogue, je veux dire, vous arrivez à parler le même langage avec le patient, parce que vous êtes des scientifiques d'un côté, et pas des moindres, et puis de l'autre, quelqu'un qui n'a pas cette connaissance scientifique. C'est compliqué, l'interaction dans ces cas-là. Petit à petit, on a appris à vulgariser un petit peu les termes qu'on utilise couramment dans les laboratoires pour qu'il puisse y avoir un dialogue et un échange. En général, comment réagissent les patients que vous avez à Curie ? Alors écoutez, il y a à peu près 15% des patients qui participent à des études cliniques. Alors, on ne pourrait pas être à 100% parce qu'il n'y a pas forcément des études cliniques pour tous les patients qui viennent. Il n'y a pas pour tout le monde, oui. Donc c'est un chiffre assez important, mais qui pourrait être meilleur. Les études montrent que tout dépend finalement de l'investissement du médecin qui va présenter l'étude. C'est-à-dire qu'un médecin qui est motivé et qui croit en l'étude et voilà, il va avoir un taux d'acceptation qui est bien plus élevé qu'un médecin qui propose l'étude parce qu'il pense qu'il doit le faire. Voilà. Ça fait un passage obligé, quoi. Voilà, mais vraiment sans motivation. Tout à fait. Maintenant qu'on est en train de rentrer vraiment dans cette ère de la médecine moléculaire, les patients vont avoir une responsabilité accrue pour réfléchir à plusieurs étapes au quel traitement ils vont regarder, pas seulement le traitement qu'ils vont choisir maintenant, mais les effets potentiels du traitement actuel sur les choix nécessaires pour plus tard. Or, je ne connais pratiquement aucun médecin qui pense de cette manière-là et qui éduque les patients de cette manière-là, alors qu'un groupe de patients de 500 ou 1000 patients peut très bien le faire. Question à Mme Lasson puis à M. Laurent Puig. Est-ce qu'il y a un déficit de pédagogie selon vous aujourd'hui ? Alors on peut effectivement parler de déficit de pédagogie et de dire que la connaissance doit être accompagnée. Et il faut aussi humaniser la recherche. Je crois que c'est très important parce qu'effectivement, on arrive aujourd'hui... Qu'est-ce que vous entendez par humaniser la recherche ? Voilà, c'est que le patient aujourd'hui, par ses caractéristiques moléculaires, il va être un ensemble de données scientifiques. Alors évidemment, le patient est très contributeur, mais il ne faut pas effacer complètement la personne humaine, et en particulier ses conditions de vie, etc. Donc il y a besoin de beaucoup de pédagogie. Et de même, par exemple, si on prend au stade de l'essai clinique, comprendre pourquoi on est éligible et pourquoi on n'est pas éligible à un essai. Et ça, je pense qu'il faut beaucoup de pédagogie et aussi anticiper dans le cas où on n'est pas éligible. Mais je pense qu'il y a besoin de parler de connaissances sur la recherche clinique, de parler aussi de ce qu'est un bénéfice individuel attendu, mais un bénéfice collectif quand on participe à la recherche. Et donc je crois qu'il faut encore continuer les efforts tous ensemble, avec chacun ses mots, mais être autour des patients pour aller plus loin. C'est un déficit de pédagogie, à votre avis ? Ça mérite même pas qu'on le mentionne, mais il y a des histoires de territoire, de possession. La notion de banque fait aussi référence à la notion de banquier. On ne peut pas dire que forcément les banquiers soient des grands partageurs. Mais c'est pour ça que l'aiguillon... dans tous les secteurs. Oui. Mais c'est pour ça que l'aiguillon des associations de malades est excellente. Je sais que dans le domaine de la mucoviscidose, c'est à l'étude d'inclure dans l'éducation thérapeutique une information, une formation sur la recherche. Parce que justement, pour ne pas se sentir souris ou cobaye dans une étude clinique, il faut comprendre c'est quoi la recherche, comment ça marche. Si on n'explique pas, on ne peut pas comprendre. Et en effet, on est dans la recherche le temps qu'on est patient participant à une étude clinique, par exemple, et après on retourne à la maison, et voilà. Il y a ça. Il y a aussi, très important, ça c'est une revendication légitime des patients, et malheureusement c'est pas toujours suivi, un retour d'information. On participe à une étude, on a le droit de savoir ce que cette étude a apporté. On le fait pas pour nous, hein, première motivation. On le fait pour la communauté des patients. En fait, c'est vrai que j'ai utilisé le terme souris pour pas utiliser le terme cobaye, parce que bien entendu, nous, notre rôle justement, c'est d'éviter que les gens puissent penser ça. Mais alors, quand je dis les gens, en fait, ce ne sont pas d'ailleurs forcément les patients.
Parce qu'un patient, comme dit Madame, c'est vrai qu'un patient, bon, au-delà de l'espoir que peut représenter un essai clinique, en sachant que l'essai clinique, c'est quand même très long. Je veux dire, c'est quand même très long au niveau du développement de certains produits, molécules ou autres, et au niveau de la recherche en tout cas. Donc pour un effet immédiat, je veux dire, malheureusement, ça ne sert pas grand-chose. Mais pour le patient en tout cas, le patient demandeur. Mais ce que je voulais dire, c'est que la plupart du temps, c'est pas forcément le patient. Je veux dire, imaginez le patient qui rentre de l'hôpital, qui dit à son épouse, tiens, je vais faire partie d'un essai clinique, je suis fier, je participe à la recherche, je fais un acte solidaire, etc. La première réflexion de son épouse, ça va être, tu vas servir de cobaye. Et voilà. Et donc à nous, associations, et peut-être ça fait partie aussi de lorsqu'on disait que chacun avait sa place, c'est peut-être aussi à nous d'apporter les mots justes de façon à ce que ces mots soient correctement compris dans les différents documents qui sont publiés ou qui sont communiqués aux patients, de façon à ce que cette question soit complètement évacuée. Terminé, quoi. Je veux dire, voilà, c'est complètement taclé, voilà, c'est ça. Parce qu'on en est quand même encore là. Je veux dire, on en est quand même encore là, même si l'information. Tout à l'heure, le professeur, vous parliez d'Internet, etc. Je veux dire, sur Internet, il est vrai qu'on trouve tout un tas de. Voilà, on trouve du bon, mais on trouve surtout du mauvais. Et comme on est tous français, on se dit, en général, on pense et on conserve plus le mauvais que le bon. Je veux dire, des gens qui vont consulter les sites internet sur le cancer, la seule chose qui les intéresse, en fait. C'est votre cauchemar, Madame Michefer. Les gens qui regardent sur internet, oui. C'est un peu le cauchemar des scientifiques, non? Non, mais vous savez, un patient lambda, ou tout du moins la première chose qu'il regarde sur internet au niveau d'une étude, c'est pas du tout la composition, parce que là c'est vrai que c'est purement scientifique, c'est uniquement les courbes de survie. Et alors donc là, nous appelle, association de patients, donc si je comprends bien, dans 2 ans je suis mort. Voilà, nous, le rapport qu'on a, nous, avec les patients en tant qu'association de patients. Et c'est là qu'on a vraisemblablement notre rôle à jouer, de façon à ce que les gens soient vraiment bien informés, comme vous le disiez, parce que c'est très très important. Et quant à l'après, après je m'arrête, promis, je dis plus rien. On a un quart d'heure encore. Non, 3 minutes. Quant à l'après, effectivement, je veux dire, nous on a toujours dit à nos patients que c'était une chance de participer à la recherche clinique, parce que la personne est bien encadrée, elle est bien observée, parce que tout est quand même très, tout est très organisé, tout est bon. Et du jour au lendemain, il se retrouve, plus rien, il n'a pas de résultat, il ne sait pas à quoi ça a servi, il ne sait pas si un jour ce produit sortira. Il sait d'ailleurs, dans certains cas, là je pense qu'on ne va pas rentrer dans les techniques de phase, de test à l'aveugle, etc. Mais je veux dire, dans certains cas, il ne sait même pas s'il a eu le produit ou s'il a eu autre chose. Voilà, donc l'information sur l'après, c'est important aussi. Je connais beaucoup d'exemples de nouvelles organisations, d'associations pour des maladies rares ou très rares, qui ont été créées généralement par une personne, soit parce que cette personne-là est un patient, soit parce qu'un proche dans la famille est un patient. Et ces organisations ont une détermination absolue pour faire avancer la science, qui généralement, au moment où ils créent l'association, est à un niveau très faible. On ne connaît généralement pas grand-chose sur ces maladies. Et en quelques années, ces organisations lèvent des millions de dollars et gèrent la recherche. À partir du moment où ils lèvent l'argent, ils disent toute recherche qui va être faite avec notre argent, nous allons avoir un véritable droit de regard. Je crois que l'action des patients, elle doit être à la fois tournée vers les, on va dire, les académiques, et doit servir d'aiguillon parfois vis-à-vis des académiques, et vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique, si c'est à ça que vous pensez, de la même façon. Je veux dire, les groupes de pression sont nécessaires, en particulier, alors de façon très pragmatique, en particulier sur les pathologies rares tumorales, parce que là, il y a un vrai effet de pression pour considérer que c'est pas parce qu'on a une maladie rare qu'on doit être privé de soins, enfin privé d'accès à l'innovation. Et donc ça, c'est un vrai enjeu pour aiguillonner cette recherche qui nécessite d'être protégée quelque part, parce que si c'est pas les patients eux-mêmes qui aiguillonnent l'ensemble de la communauté
public-privé vers ces maladies rares, personne ne le fera, puisque c'est une maladie rare par définition. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Est-ce qu'il y a un regard fondamentalement différent entre, je dirais, les chercheurs, les gens du métier, et puis les associations de patients? Prenez le micro, oui. Donc, je pense qu'il n'y a aucune différence entre les buts de gens qui font de la recherche et les groupes de patients. Et nous avons donc ECOR a été lancé en 1995. Ça a grandi très rapidement. ECOR a eu plus d'1 million de personnes qui sont passées dans le système. Donc, on sait maintenant quels peuvent être les effets de ces groupes de patients en ligne. Et comme nous avons créé à peu près 200 communautés pour beaucoup de types de cancers plutôt rares, on a vu que ces communautés très actives dans les cancers rares étaient capables de transformer de manière radicale la connaissance scientifique très rapidement en inventant des choses que personne n'aurait pu inventer à leur place. Est-ce qu'on peut définir un modèle ou un cadre qui pourrait permettre, quelle que soit la nature des rapports, de créer ce binôme entre le patient et le médecin? Je ne suis pas sûr qu'on est en mesure de construire le modèle actuellement, mais je suis sûr qu'on est en mesure de faire des tas d'essais pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc je ne m'occupe plus de ECOR maintenant, je m'occupe uniquement de Smart Patients. Et à Smart Patients, on travaille avec l'industrie pharmaceutique et bientôt avec des gens qui font de la recherche, de manière à aider à développer, à améliorer des protocoles avant qu'ils ne soient finalisés. C'est l'opération avec les 7 hôpitaux aux États-Unis, c'est ça? Non, c'est autre chose. Nous avons essayé maintenant 2-3 fois de donner des protocoles qui n'étaient pas complètement finis à un groupe de patients et à demander aux patients quels changements ils feraient dans ces protocoles de manière à ce que ça marche. La première fois que nous avons fait ça, nous avons été très très surpris parce que le protocole venait d'un très grand centre de recherche et il y avait une erreur fatale dans le protocole qui faisait qu'il n'aurait jamais réussi à trouver suffisamment de patients. Et il a fallu un quart d'heure à un groupe de patients pour dire il y a un problème à ce niveau-là. Exclusion criteria fait qu'on n'arrivera jamais à avoir suffisamment de patients. Alors c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, quand je disais que le temps du chercheur n'est pas le temps du patient, clairement, c'est un fait. C'est pas pour ça, c'est un obstacle, oui et non. Il faut expliquer aux uns et aux autres quels sont les rôles de chacun. Donc un obstacle, mais qui peut être franchi. Maintenant, j'ajouterais juste une chose. Certes, il faut aller vite parce qu'on se bat contre le temps, mais il ne faut pas forcément se précipiter.